Bonjour Bilal, tu es aujourd'hui fondateur et CEO de Fame, donc une application sociale pour promouvoir l'inclusion financière dans les pays en voie de développement, donc en l'occurrence les agriculteurs, et aussi ambassadeur de la blockchain Algorand, dont on va aussi parler aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais dans un premier temps te présenter ton parcours et ton arrivée dans la blockchain, s'il te plaît? Bonjour Pierre, ça fait plaisir d'intervenir ici sur BlockX. Oui, mon parcours en quelques mots. Moi j'ai une formation de philosophie à la Sorbonne. Ensuite, j'ai été professeur de philosophie pendant 13-14 ans en France, au lycée, en prison, à l'université, à l'étranger. Et dans mes dernières années, j'ai découvert la blockchain en Australie quand j'étais prof au lycée français de Canberra. Et j'ai toujours eu cette tendance à chercher à avoir un impact social, donc à travers l'enseignement, notamment en prison ou même dans des projets plus sociaux en banlieue parisienne. Je suis de Paris à la base. Et en découvrant la blockchain, je me suis dit, mais on peut avoir un impact à un niveau beaucoup plus important si on sait utiliser cette technologie. Mais à l'époque, en faisant mes recherches, je ne trouvais pas de blockchain qui me correspondait vraiment ou qui véritablement pouvait avoir un impact. Et c'est en découvrant le white paper de Silvio Micali, donc le professeur du MIT qui a fondé Algorand, je me suis dit, là, ça y est, là, on a un véritable outil, là, on arrête de parler, parce qu'il y a beaucoup de projets qui sont un peu des, ils appellent ça des pie in the sky, en fait, en gros, tu as de jolis mots, tu as de beaux white papers, soi-disant des white papers, mais c'est juste des idées sur un Google Doc, mais qui ne peuvent pas être matérialisées. Moi, j'allais pas démissionner de mon poste de professeur, enfin, je suis certifié de philosophie, j'allais pas démissionner pour jouer, quoi. Donc, je voulais un truc solide. Donc, je me suis lancé, j'ai fait des recherches et j'ai compris que là, il y avait un impact. Et j'ai démissionné que quand j'ai su que là, je pouvais faire un projet solide qui pouvait avoir un impact social, notamment dans les pays en voie de développement. Donc, je me concentre sur le Nigeria d'abord, la plus grosse adoption. Je me concentre aussi beaucoup sur l'Afrique. C'est là que 80% des personnes n'ont pas de compte en banque, ce qui est hallucinant en 2022. Et évidemment sur le Maroc, je suis d'origine marocaine et j'ai envie de faire quelque chose pour le Maroc, même si pour l'instant c'est compliqué au niveau légal. Donc là, on est en train de travailler là-dessus avec des partenaires sur place. Mais l'idée, c'est ça, c'est d'apporter de l'inclusion financière aux personnes qui le méritent le plus, c'est-à-dire les agriculteurs. À mes yeux, après on pourra en reparler, mais je pense que les agriculteurs sont vraiment la cible absolue pour la blockchain. Et je me Ouais. concentre que principalement sur les agriculteurs. Ok, très, très intéressant justement d'être professeur et de passer dans le monde de l'entrepreneuriat social, en l'occurrence, là aujourd'hui. On va parler de Fame hein, dans un second temps. Je vais profiter le fait que tu sois ambassadeur d'Algorand, qui est pas forcément très connu du public français ou même dans le monde. On en Mm. entend parler, je pense que tout le monde sait ce que c'est. Par contre, c'est bien de pouvoir mettre les choses en perspective avec quelqu'un qui est ambassadeur, qui connaît un peu les tenants et les aboutissants. Est-ce que tu pourrais représenter, déjà planter le décor, recontextualiser de ce que c'est qu'Algorand et les spécificités que ça peut avoir par rapport à d'autres blockchains? En fait, la blockchain, en fait, c'est ce que dit Silvio Micali, je suis d'accord avec lui, la blockchain n'existe pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de véritable solution scalable. Il n'y en avait quasiment pas à l'époque en 2019. Tout le monde connaît Bitcoin, même au fin fond du Nigeria, les gens connaissent Bitcoin, mais en fait, il y a différents types de blockchain. Il y a les proof of work comme Bitcoin, évidemment, mais là, on a toutes les, toutes les, toutes les, comment dire, les exigences ESG, donc pour protéger la planète, etc., qui vont à mettre un terme en fait au proof of work. Il y a le proof of stake comme Ethereum, mais le problème d'Ethereum, c'est que au fond, on a un système qui reste je dirais presque semi-centré sur ceux qui vont véritablement contrôler les nœuds. Et Algorand, Rand, c'est pour randomness, c'est la puissance d'Algorand, c'est un pure proof of stake, la pureté du proof of stake, c'est qu'on peut avoir des blocs sans savoir qui écrit dans ces blocs au niveau mondial. Et c'est ça la révolution, c'est qu'au fait, on utilise le hasard pour assurer la sécurité et pour lutter contre la centralisation du proof of stake. Parce que les proof of stake, par exemple les blocs Ethereum, ils peuvent tous être censurés par les États-Unis aujourd'hui. Et là, beaucoup de proof of stake peuvent se vanter d'avoir des performances, mais en réalité,
quand on regarde de plus près, il y a quelques nœuds qui contrôlent tout le système. Et d'apporter une dose de hasard, c'est que on ne sait pas qui censurer, on ne sait pas qui attaquer dans le network. Et ça, c'est une révolution. C'est pour ça qu'Algorand, en fait, est à un niveau largement supérieur aux autres blockchains. Elle est plus complexe à comprendre, parce que c'est pas du tout sur le même modèle que Bitcoin et Ethereum. Donc, du coup, les gens ne comprennent même pas comment le protocole fonctionne. Ça demande beaucoup de travail. Mais une fois qu'on a compris, tous les techniciens, une fois qu'ils ont compris Algorand, ils ne bougent pas d'Algorand, ils sont tous là. Et les gros projets, d'ailleurs, qui font des recherches sérieuses, comme la FIFA récemment. La FIFA, quand elle a eu à choisir une véritable blockchain sur le long terme pour un partenariat sur plusieurs années, pour les NFT, les tickets, tout ce qui sera en réalité, tout ce qui aura besoin de blockchain va se faire sur Algorand. C'est la blockchain officielle de la FIFA. Pourquoi? Parce que ils ont compris que c'est un projet sérieux, aucun bloc ne manque, chaque 3 secondes, on a le bloc, il est solide, il n'y a pas de soft fork comme sur d'autres blockchains. Et une fois qu'on a fait une transaction, au bout de 3 secondes, elle est finale. Et ça, la finalité des transactions, c'est très rare dans la blockchain. Et je pense qu'aujourd'hui, il n'y a qu'Algorand qui arrive à avoir des transactions finales. On n'a pas besoin d'attendre des confirmations de blocs. Et en fait, on a une efficacité, en fait, on peut l'utiliser instantanément pour son business. Et après, il y a les États qui vont faire leur CBDC sur Algorand. On a déjà plusieurs États. Et en fait, c'est pour les projets sérieux, grosso modo. Donc nous, on peut s'attacher dessus parce que c'est open source. On peut nous travailler dessus sans avoir à payer des sommes faramineuses et accrocher notre projet dessus. C'est pour ça que je me concentre sur Algorand comme plateforme. Ouais, et les frais aussi sont particulièrement faibles, enfin, C'est parmi tout ce que tu as dit. 0,003. Donc il Ouais, faut mettre 3 zéros derrière la virgule pour les frais. C'est les frais fait partie des frais les plus bas en étant décentralisé. Parce que quand on a une chaîne qui est semi-centralisée ou centralisée, en fait, on peut mettre les frais à zéro. ouais, Euh, ouais, donc, ouais. c'est ce que font Et, certaines chaînes comme. Ouais. et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a des gros projets qui, comme tu as mentionné, la FIFA entre autres, qui font un vrai travail au préalable pour savoir sur quelle blockchain s'implémenter, pour même tester, et qu'ils ont fait, il y en a qui font de plus en plus le choix aussi d'Algorand, alors que c'est vrai que moi, d'habitude, dans les interviews que je reçois, on est très sur du Ethereum, Polygon, Avalanche, Tezos parfois aussi. Donc c'est intéressant de pouvoir mettre aussi ça en perspective, parce que c'est pas encore véritablement connu, alors que pourtant il y a des gros acteurs, il y a aussi des CBDC qui envisagent ou d'implémenter, de s'implémenter sur Algorand, donc c'est pas forcément rien. Et du coup, c'est par là, c'est sur cette blockchain que tu as choisi de monter Fame. Donc ce fameux projet-là. Est-ce que justement on va rentrer du coup dans le sujet de Fame, voilà, pareil, est-ce que tu peux recontextualiser un peu quel était ton objectif à la base et puis on va avancer au fur et à mesure. Bah, à la base, je sais que je voulais faire quelque chose qui était en lien avec l'éthique et l'impact social, mais je ne savais pas trop comment. Donc, j'ai utilisé mon bagage philosophique et de sociologie aussi pour faire des recherches sur qu'est-ce qui aurait le plus d'impact au niveau global. Et, et mes recherches m'ont naturellement conduit vers l'agriculture, ce qui paraît un peu étonnant, mais en réalité, euh, 80% des aliments produits dans le monde sont produits par des petits agriculteurs, et non pas de gros agriculteurs. Et les petits agriculteurs ont aussi l'avantage de préserver la planète dans la façon qu'ils ont de faire pousser les plantes, ce qu'on appelle le carbon farming. En fait, euh, euh, l'agriculture traditionnelle arrive à réintroduire du carbone dans la terre, où le carbone est utile, où il nourrit la terre, où il nourrit l'écosystème souterrain. Donc, et la pauvreté, la misère, la faim entourent les petits agriculteurs. Mais plutôt que de vendre et d'avoir un commerce local, ce qui se passe, c'est qu'ils vont vendre à des intermédiaires qui deviennent de plus en plus puissants, qui finissent chez les grands distributeurs mondiaux qu'on connaît. D'ailleurs, la France fait partie des problèmes. Hein. En Afrique, au Sénégal, il y a des manifestations tous les jours à cause des supermarchés qui viennent détruire les marchés locaux. En réalité, les grands distributeurs, les supermarchés, les grandes supply chains globales sont en réalité la cause de la misère des petits agriculteurs qu'ils exploitent directement. Je donne un exemple concret, au Nigeria, donc j'ai visité pas mal de fermes, différents produits. Par exemple, tu veux une tonne de cassava ou de manioc, alors manioc en France, tu veux une tonne, tu l'achètes $100 au village.
Tu veux l'acheter à Rungis, tu vas l'acheter 9 000, 10 000 euros. Où est passée la valeur? Le petit agriculteur ne s'en sort pas, alors qu'il a découpé, préparé manuellement chaque racine, enfin, ce qui est un boulot monstre. Moi, je les ai vus passer leur journée à préparer euh, les plantes et leur production, et tu le vois arriver en tonnes, en camions à Rungis. Le prix s'est multiplié par, enfin, je ne sais pas par combien, par 100, je crois. La seule valeur ajoutée, c'est le transport. Il n'y a même pas eu de traitement, enfin, c'est de la folie. Si, alors que les gens sur place mangent du manioc. C'est-à-dire que le petit producteur préfère vendre à un intermédiaire qui va envoyer ça à Rungis plutôt que de vendre plus cher, parce qu'il peut vendre plus cher à des gens de son village, à l'unité. Donc mon idée, c'est d'arriver comme pour rompre ce cercle infernal et pour ouvrir des économies locales autour de l'agriculteur. L'agriculteur, ça s'appelle Fame parce que je veux faire de l'agriculteur une star. Je veux qu'il soit connu par ses consommateurs, aussi pour qu'ils aient plus d'exigences à son égard, qu'ils puissent vérifier la production de ses produits, qu'ils puissent vivre au fait la croissance de la plante qu'ils vont manger. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que, toi comme moi, on ne sait pas ce qu'on mange. J'ai mangé, je sais pas, j'ai mangé un œuf ce matin, je suis incapable de retrouver l'agriculteur qui a produit ça. Sauf Il si nous tu vas l'acheter l'impose. directement là-bas, quoi. Et en fait, ce que je veux, c'est voilà, faire des économies locales où je connais mon agriculteur, comme quand je vais au marché. En fait, tu vas au marché le dimanche, je suppose, tu connais ton agriculteur, tu lui parles, tu le vois tu as confiance en lui, tu lui poses des questions. Et le problème, c'est que ça n'arrive qu'une fois par semaine. Pourquoi ça n'arriverait pas tout le temps sur une social app? En fait, c'est ça à faire. C'est une continuation du marché ouvert dans le monde entier. On commence au Nigeria parce qu'on peut d'abord lutter contre la misère, avoir un impact social, et, et, et que c'est là qu'est l'urgence. Hein. C'est là où véritablement il y a des gens qui gagnent 1,5 $ par jour. Et je les ai vus, et on n'y croit pas, mais en fait, il y en a beaucoup. Des gens qui n'ont même pas de logement, même pas d'électricité, qui sont obligés de dormir sur le champ pour travailler le lendemain. C'est des situations de quasi-esclavage. Donc, lutter contre ça, il faut absolument avoir ces petits circuits locaux de communauté où l'agriculteur est au centre. Et d'ailleurs, l'agriculteur, dans l'histoire de l'humanité, a toujours été au centre du village. Avec le prêtre, on a l'agriculteur et le prêtre. En réalité, on a les deux personnages centraux des petites communautés. Donc, recentrer sur l'agriculteur. Pourquoi? Parce que c'est lui qui offre du travail. Donc, mon application inclut aussi une marketplace pour le travail. Donc, tu publies une offre d'emploi et la personne, par jour, par heure, par tâche, par mois, et la personne peut venir travailler et le paiement se fait directement dans le chat. Donc, pour faciliter, évidemment, il faut une application ultra simple et tous les acteurs de cet écosystème peuvent avoir accès au DeFi d'Algorand. Et ça, c'est véritablement le cœur du projet. La mission, c'est d'offrir des services financiers à des gens. 80% des Africains n'ont pas de compte en banque, aujourd'hui encore, d'offrir des services financiers à ça. Mais on ne travaille pas qu'en Afrique, on travaille aussi au Brésil et en France. Ouais, parce que justement, j'allais en venir. Alors, déjà, il y a pas mal de choses à dire. Oui, effectivement, les agriculteurs, c'est eux qui nous nourrissent. Enfin, je pense qu'il faut, j'espère que tout le monde l'a en tête. Je pense que tout le monde ne l'a pas forcément, mais c'est quand même bien de l'avoir en tête. Aujourd'hui, bah, ils se font squeezer par la grande distribution. Ils sont obligés de vendre à des tarifs qui sont extrêmement bas. Et enfin, je pense que tout le monde a connaissance, pas forcément dans le reste du monde, mais il y a rien qu'à voir en France, la situation des agriculteurs en France qui est littéralement terrible. Et la blockchain, parmi tout ce qu'elle est capable de faire, c'est cette désintermédiation, retirer les Exactement. intermédiaires qui, enfin, quels que soient les domaines, beaucoup se sont aussi goinfrés, hein, de par leur position, de par leur monopole. Donc ça va permettre de court-circuiter ça dans un premier temps. Et donc, comme tu dis, il y a aussi cet aspect. Alors, tu as entamé le gros travail sur, on va dire, Afrique. Là, il y a le Brésil. Tu vas aussi t'attaquer à ce qui se passe aussi en France parce que bah, la situation, voilà, comme je le disais, elle n'est pas forcément mieux en France. Donc, c'est vraiment une application sociale où on va permettre, du coup, l'échange de nourriture pour garder une continuité. Voilà, c'est un très bon exemple pourquoi en fait le marché n'est que le dimanche, le mercredi, en fonction des localités. Pourquoi il n'y a pas une continuité là-dedans qui permettrait de se dire, bah en fait, les gens qui veulent un peu toujours
quand ils le souhaitent et pas forcément à un jour précis, qui permettrait cette continuité-là. Aussi l'emploi à travers en circuit court, en circuit plus court pour permettre ça. Et l'inclusion financière, l'accès à la DeFi. Et là, je vais t'emmener là-dessus parce que je pense que c'est important. Et de ta vision, comme tu as vu sur place, de l'impact que ça peut avoir sur l'accès au micro. Bah alors déjà la bancarisation, hein, la bancarisation te donne accès à énormément de choses, et à contrario, le fait de ne pas être bancarisé te coupe énormément de portes, quelles qu'elles soient. Donc ça, on va en discuter un petit peu. Et puis l'accès au microcrédit. Est-ce que tu peux, voilà, est-ce que tu peux justement, sur cette côté DeFi, ouvrir un peu les portes de ce que ça va pouvoir déjà permettre aujourd'hui et demain pour ces personnes-là? En fait, oui, c'est ça. Alors, juste une petite précision, en fait, c'est les petits agriculteurs qui produisent 80% des aliments dans le monde. Les petits, pas les grands. Parce que les grands, finalement, ne sont pas si productifs et endommagent plus la planète qu'on ne le pense. Donc, en fait, mon focus, c'est vraiment sur les petits agriculteurs. Mais bon, ça, c'est une petite parenthèse. Et oui, l'accès, l'inclusion financière, elle est possible à condition d'avoir une application ultra simple. En fait, il ne faut pas, parce qu'il n'y a pas d'éducation financière, et je n'ai pas l'ambition d'éduquer toute l'Afrique sur ce qu'est la finance et la banque. Surtout des personnes qui n'ont jamais eu de compte en banque, même en France. Très peu de gens utilisent des services bancaires plus poussés. Donc mon ambition, je pense que c'est illusoire d'essayer d'expliquer la blockchain et la finance à des agriculteurs dans les pays en voie de développement. C'est juste une perte de temps. J'ai pensé que c'était possible. En fait, ça ne sert à rien. Il faut prouver par l'exemple, il faut prouver par l'utilisation que ça fonctionne. Donc en fait, dès qu'un agriculteur a vendu, par exemple, 10 dollars de tomates, il peut choisir d'acheter d'autres choses avec ou d'employer quelqu'un avec ces 10 dollars, mais il peut aussi choisir d'ouvrir un compte épargne tout simplement. Donc c'est un bouton, compte épargne, et on indique le taux. Et le taux, en fait, le compte épargne paye tous les jours. Donc le soir, il retourne, il voit qu'il y a effectivement son Les wallet à intérêts. proposer. Donc il a pas besoin de comprendre la blockchain, il n'a pas besoin de comprendre qu'on a envoyé ces Naira, qu'on les a swappés en USDC, qu'on a envoyé USDC sur une liquidity pool, qu'on a fait les taux et qu'on est revenu et qu'on a re-switché sur la Naira. Il n'a pas besoin de comprendre toute cette architecture. Il a juste besoin de voir par la preuve qu'il a gagné 1 centime aujourd'hui et qu'il peut retirer, enfin pour moins d'1 centime par jour, mais qu'il peut retirer et que ça fonctionne et qu'il peut payer avec. Donc le fait d'avoir USDC, USDT, d'avoir les grands stablecoins sur Algorand et d'avoir la Naira qui arrive aussi sur Algorand, et là je lutte pour avoir le dirham marocain au Maroc avec mes contacts pour avoir le dirham marocain pour les agriculteurs marocains et l'autorisation d'utilisation des cryptos au Maroc. Il y a beaucoup de travail à faire de ce côté-là. Le Brésil, c'est déjà présent, donc c'est pour ça aussi que je vise le Brésil. C'est l'un des plus grands producteurs agricoles et aussi beaucoup d'agriculteurs qui souffrent, exploités par les plus gros et par les distributeurs. Mais en fait, dès qu'on a une ligne, un compte épargne, on a la possibilité d'emprunter contre ce collatéral, parce qu'on a un liquidity pool token, et donc on peut emprunter contre ça. Donc, en fait, c'est très simple. Je peux acheter, vendre à manger, je peux employer ou travailler, je peux ouvrir un compte épargne ou emprunter. C'est tout. En fait, il y a 6 aspects. Et je pense que les éléments essentiels de la vie d'un homme, l'alimentation, le travail, l'accès au crédit. Pourquoi le crédit? Parce que, en fait, la vie tient parfois à 10 dollars en cas d'urgence pour un petit agriculteur. Il y a un enfant qui est malade, il y a quelqu'un dans la famille qui est... D'ailleurs, c'est arrivé à notre agriculteur parce qu'on a une ferme au Nigeria, à Kouré. Sa mère est tombée malade. On avait un certain fonds comment dire, pour faire un puits et acheminer de l'eau pour la ferme et pour les fermes à côté. Il a dû prendre l'argent, étant donné que sa mère n'a pas d'assurance, lui non plus. Il a dû prendre l'argent de ce fonds pour payer les frais médicaux de sa mère. En fait, dans un pays ou dans les pays en voie de développement où il n'y a pas d'assurance, le microcrédit est vital parce qu'en Ouais. fait, le business tient parfois à quelques dollars et on est obligé de revendre sa ferme dès qu'on a un accident dans la vie. Donc l'assurance, ça il y a aussi un projet qui s'appelle Nimble sur Algorand qui offre ses services d'assurance sur la blockchain. L'assurance et le microcrédit sont les véritables raisons de la richesse des nations et de la pauvreté des autres. Nous, on est riches Ouais. parce qu'on sait qu'on a la sécurité sociale, on sait qu'on a des matelas de sûreté.
Il n'y a rien de tout ça. Il n'y a rien de tout ça. Il y a même pas, ils n'ont même pas le moyen de prouver qu'ils possèdent leur ferme. Donc là, c'est pour ça d'ailleurs dans Fame qu'on Ouais. introduit les certificats de propriété en tant que NFT dans l'application. N'importe qui pourra prendre une photo de son certificat de propriété de sa ferme, le minter sur Algorand en 3 secondes avec un clic, et c'est tout. Et il y a des choses essentielles, des droits qui permettent aux nations de sortir de la misère. Et l'absence de ces droits inscrivent les gens dans un, dans une spirale de misère. Ouais, bah, enfin, l'absence de certificat de propriété, alors, qui est un autre sujet et qui est énorme, hein, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte. Alors, je parle de l'Afrique, mais généralement les pays en voie de développement où c'est très peu cartographié, c'est peu Il n'y a pas de cadastre. tracé, c'est très peu digitalisé, ce qui fait que quand tu poses des Exactement. documents, tu n'as aucune preuve. Enfin, on ne se rend pas compte, hein, mais c'est énorme. Quand tu as bâti toute ta ferme, que tu as travaillé des dizaines Et même d'années, ta enfin même de maison. générations, Nous, et ta maison on aussi, a ouais. une femme à côté de la ferme, la pauvre. Il y a les voisins qui ont commencé à faire des travaux sur leur jardin. Ils ont dépassé dans son jardin, enfin dans son terrain, et ils ont pris 30% de sa terre. Elle n'avait aucun moyen de prouver que c'était à elle. Les papiers avaient Ouais, disparu depuis des années. ouais. Donc bon, C'est ça, fou, mais c'est des problèmes qu'on pourtant, c'est des appelle trucs le de base, Moyen hein. Âge en France, mais Ouais, non, mais enfin, euh, voilà. c'est C'est réel. vraiment des soucis de base. Ouais. Alors, ce que je souhaiterais savoir, c'est, évidemment, on ne parle pas de blockchain, enfin, tout ce que tu décris là, c'est en coulisses et les agriculteurs ne le voient pas. Ils voient vraiment, eux, in fine, Exactement. l'utilité, hein, le cas d'utilisation, est-ce que ça peut leur permettre au quotidien. Par contre, comment tu fais quand même pour aller les voir et pour faire l'adoption de ces agriculteurs-là qui sont bon, déjà peut-être pas toujours aussi à l'aise déjà de base avec les technologies, pour pouvoir leur dire, bah, écoutez, il y a une application qui vous permet de faire ça, qui vous permet l'accès au microcrédit, comment eux le reçoivent? Nous, en fait, mon équipe, elle est nigériane. C'est-à-dire que je me suis concentré sur le Nigeria, mais mes développeurs sont, ma team, elle est nigériane. En fait, c'est aussi l'une des exigences ESG, gouvernance. C'est-à-dire que la gouvernance de la société doit aussi prendre en compte les employés et leur environnement social. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'ai une équipe au Nigeria, ce qui n'est pas facile parce que évidemment, c'est plus difficile de faire confiance à un Nigérian qu'à un Français. Mais j'ai fait ce travail-là. Là, j'ai une équipe solide, motivée, passionnée depuis 1 an et demi. Et les gars, ils connaissent les agriculteurs locaux. Ils parlent aux agriculteurs. Ils ont leur feedback directement depuis l'agriculteur. Parce que je ne veux pas venir avec mes idées de Parisiens, faire une application parisienne pour des agriculteurs nigérians. En fait, c'est les Nigérians qui, en discutant avec les agriculteurs, enfin, me donne aussi, mais donne aux développeurs un feedback instantané. Et on a aussi des groupes WhatsApp et Telegram où là, les agriculteurs, en essayant l'application, on a eu plusieurs bêtas, l'application nous dit non, mais nous on veut ça, nous on veut ça, nous on veut plus ça. Là, je comprends rien. Et en fait, c'est une application qui est construite par les agriculteurs pour les agriculteurs. En Ouais, fait, c'est pas grosse moi qui viens itération. avec mes. Vous savez, c'est le problème, c'est que les gens ils sont perchés un peu. Bah, en tant que prof de philo, j'ai connu ça aussi. On est en quelque sorte un peu dans notre idéal de fonctionnement d'une application. On vient avec des idées préconçues d'occidentaux en croyant savoir ce qui est essentiel, ce qui ne l'est pas. Mais en fait, il faut demander aux gens sur place et les agriculteurs, eux, le savent. Et nous, je travaille depuis le début avec un agriculteur. Et on a acheté la ferme ensemble et j'écoute ce qu'il me dit. Ouais, Et, et en fait, et lui, il parle directement aux développeurs. Et ils se connaissent, en fait. Et ils se ouais, rendent. ouais. C'est important cette Génial. relation entre l'utilisateur et l'application. S'il n'y a pas ça, il n'y a rien. C'est comme. Ouais, enfin, ouais, c'est comme. Ouais. Donc Est-ce c'est que ça. L'approche, c'est ça. Et par exemple, pour le Brésil, donc j'ai employé, donc j'ai une personne qui va diriger le Brésil, qui a fait des études d'agriculture au Brésil, qui connaît bien le contexte brésilien, qui n'a rien à voir avec le contexte nigérian ni français. Donc, à ouais, chaque fois, il faut partir, à mon avis, des gens du terrain et écouter les gens de terrain et faire un produit qui est adapté aux gens de terrain. Peut-être qu'on aura plusieurs applications selon la région. Peut-être qu'on va avoir des options. ouais.
Parce que bon, c'est quand tu arrives de l'extérieur avec ta vision, c'est compliqué d'aller faire rentrer un rond dans un carré parce qu'à la base c'est carré et toi tu veux que ça soit rond. Donc faut vraiment regarder déjà le format que c'est pour pouvoir l'adapter et que toi tu puisses adapter ton offre à ça. Vous êtes combien là chez Fame dans la communauté, pour Bah là, développer ça? Parce que c'est on a 4 développeurs, 4 développeurs. On a donc Esther qui est au Brésil, qui est la CEO, qui manage un peu tout. On a surtout des ingénieurs techniques, donc on en a un en Turquie, on en a un au Vietnam. Donc oui, c'est une équipe complètement internationale. J'ai que ma CFO qui est française. OK, d'accord, très Celle clair. qui s'occupe des finances de la société, parce que c'est une société enregistrée ici à Chartres. Donc, c'est une Française, parce que évidemment, il faut avoir un ancrage juridique, comptable ici en France, solide. Mais par contre, toute l'équipe sont des équipes, sont des personnes qui sont à l'étranger. Ouais. OK. Là, vous aujourd'hui, vous êtes implémenté sur, Algorand. Est-ce que vous avez vocation à aussi vous scaler sur d'autres blockchains? Si oui, lesquelles? Alors, moi, je me suis toujours dit que il faut une excellente raison pour sortir de l'algorithme, parce que les performances sont exceptionnelles. Donc, j'ai pas trouvé de raison solide jusqu'à récemment. Et là, je commence à en voir. C'est-à-dire que parce qu'il y a en fait, il y a des consortiums de banques, notamment en Afrique, au Brésil, qui travaillent déjà avec R3 Corda. Je ne sais pas si tu as entendu parler de R3 Corda. C'est une blockchain qui est fermée pour des systèmes interbancaires. Et en fait, on a une blockchain qui s'appelle XDC, qui est directement connectée à ces consortiums. Donc là, je travaille avec eux de plus en plus pour offrir des produits encore plus avancés aux agriculteurs, où là, ils pourront directement travailler avec leur banque locale. Et en fait, sans qu'ils le sachent, encore une fois, ils pourront avoir des taux beaucoup plus élevés, car ils pourront investir dans les fermes locales. Donc ça, c'est quelque Ouais, chose on est en train de travailler dessus. Ça va bien plus loin que le DeFi, puisqu'en fait, les agriculteurs pourront investir dans d'autres fermes ouais. et et le taux va revenir aux agriculteurs et ils pourront emprunter en quelque sorte aux autres agriculteurs. Donc en fait, c'est un système de peer-to-peer pour l'alimentation, pour la finance, au profit des petits agriculteurs, dans le monde. OK, très clair. On va arriver sur la fin de l'interview. Bilal, juste pour terminer, sur une question que je pose, d'habitude, quels sont pour toi les enjeux, donc à travers ton filtre de Fame ou côté agriculture ou même de la technologie blockchain, de l'adoption ou autre, quels vont être pour toi les enjeux majeurs que tu regardes sur allez, sur les 2-3 prochaines années? Moi, je suis 100% convaincu que le jour où on arrivera à offrir des services financiers aux petits agriculteurs africains, on aura une Afrique aussi puissante que la Chine aujourd'hui. C'est une question de temps pour moi, mais je pense qu'en 2050, ça ne m'étonnerait pas de voir, pardon, 2030, ça ne m'étonnerait pas de voir en 2030 l'Afrique comme la grande puissance qu'on attend. Pourquoi? Ouais, Parce que démographiquement, c'est énorme ce qui se passe en Afrique. C'est énorme et l'accès à l'éducation change tout. Avec le progrès de la technologie, on a l'accès à la finance grâce à la blockchain, on a l'accès à l'éducation grâce à internet et on a une couverture internet qui progresse de jour en jour. Le Nigeria, on le voit, les développeurs que j'ai, c'est des génies. C'est des gens à qui on a juste donné une connexion internet et c'est incroyable la puissance intellectuelle qu'ils ont. Donc mon idée, c'est que en réalité, la technologie va rebattre toutes les cartes. L'accès à l'éducation, l'accès à la finance et à la blockchain va mettre en avant le continent qui a la plus belle démographie et les meilleures terres. Parce que évidemment, on le voit avec la guerre en mmh. Ukraine, la terre, c'est l'or des 10 prochaines années. C'est pour ça que je me suis placé aussi là-dessus. C'est le secteur qui est le plus prometteur pour les 10 prochaines années, à mon avis. On va se battre pour des aliments, il n'y a pas photo. Et ça va être des Ah oui, produits. oui, oui. Ah oui, oui, ça j'en suis enfin les 10 prochaines années, enfin, jusqu'à ce qu'on mette en place un système plus viable, viable dans la durée, dans le temps, hein, j'entends bien évidemment. OK, bah, c'est très clair. C'était vraiment un plaisir de te recevoir, Bilal, justement de présenter aussi des projets à impact sociaux sur le terrain avec des use cases concrets, pour montrer ça, donc un grand plaisir. Beaucoup de courage à toi et puis, je te souhaite une très bonne journée. Merci Pierre, superbe émission et j'espère revenir bientôt et je vais en parler à mes collègues fondateurs aussi.